Bonjour tout le monde et bienvenue à Ten from the Back, épisode 32. Mon nom est Sébastien et comme vous l'aurez constaté ce soir, je suis seul. En effet, malheureusement, Alex et moi avions enregistré un épisode 32 pour vous, mais en fait, on pensait l'avoir enregistré. On s'est rendu compte là, à la fin de notre enregistrement que j'avais mal opéré mon logiciel et que je n'avais pas correctement démarré l'enregistrement, donc on a perdu tout ce qu'on pensait avoir enregistré. Alors, Alex, je m'en excuse encore une fois et je te promets que ça ne se reproduira plus. Mais je vous produis ce soir un court épisode solo dans lequel je me penche sur l'actualité concernant The Old World. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe dans The Old World cette semaine? Tout d'abord, Val de Squarebase nous a pondu une mise à jour du fameux pack Renegades. Donc, très intéressant de prendre quelques minutes pour regarder ça avec vous. Donc, je bascule vers le partage d'écran et on regarde le nouveau pack. Première chose qui est très importante de lire, c'est que initialement, Val nous avait annoncé une mouture 2.0 du pack pour le mois de septembre et dans le préambule, il annonce d'emblée que ce sera pour l'an prochain. À son avis, la version 1.5 est déjà très bien, surtout que la version 1.5 du jeu en tant que tel a beaucoup aidé les factions Legacy. Donc, il n'est pas persuadé que des changements importants sont nécessaires comme il l'avait pensé au début. De plus, il ne ferme pas complètement la porte euh, à le faire marche arrière par rapport à certains changements là, qu'il a apportés aux factions Legacy dans son pack Renegades afin de s'assurer que le document soit aussi acceptable que possible aux yeux de la communauté. Alors, je vais te dire, félicitations Val, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement humble de ta part. Je sais que tu n'es pas tout seul, tu es un peu le porte-parole, il y a une équipe qui travaille avec toi derrière tout ça, mais je trouve que vous faites preuve d'une grande humilité, vous êtes prêt à faire marche arrière si jamais des changements que vous avez apportés à certaines armées venaient à être problématiques et ça, je trouve ça très bien. Pour ceux qui n'aiment pas le pack Renegades, ben, je peux comprendre pourquoi vous êtes un petit peu réfractaire à l'idée d'avoir des règles qui sont issues de membres de la communauté, mais je pense que dans l'état actuel des choses, étant donné que Games Workshop a décidé de laisser les faction Legacy dans le vide, dans le néant. Je pense que combler ce vide-là en espérant, en attendant que peut-être un jour Games décide de changer son fusil d'épaule et apporte des modifications, c'est une bonne chose. Donc, nous, ici au Québec, c'est assez accepté, là, le pack Renegades, même chose en Ontario, là, qui est quand même une méta là, qui est à proximité de nous. Donc, je ne passerai pas en revue tous les changements. Il n'y en a pas des tonnes. La majorité des changements sont des changements au niveau des valeurs pour lancer certains sorts. Donc, on a fait un petit peu comme ce qui avait été fait du côté des sorts de toutes les armées avec les changements à la magie. On a aussi diminué de 1 la valeur de plusieurs sorts. Sinon, il y a des changements au niveau des troop types et des tailles des bases. Donc, le Great Taurus, qui était déjà devenu une monstrous creature, donc perd sa pénétration d'armure sur les piétinements, sur les stumps, a aussi changé de taille de base, une base plus petite pour refléter que le modèle original était plus petit. Très important, le palanquin de Nurgle pour les démons devient Monstrous Infantry pour faciliter le tout. Clarification au niveau des slans aussi, qui ne peuvent pas utiliser, si je ne me trompe pas, c'est Wisdom of the Old Ones pour relancer un miscast. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des ogres, rapidement aussi, là, on leur avait donné le Press of Battle, donc tous les bénéfices que l'infanterie a reçus avec la version 1.5 de The Old World ont été conférés aussi à l'infanterie ogre. Et on a aussi
ajusté le fameux Iron Fist. Auparavant, ça ne fonctionnait pas pour améliorer la sauvegarde de la cavalerie. Donc, les Mournfangs n'avaient qu'une attaque additionnelle. Maintenant, ils bénéficient à la fois de l'attaque additionnelle et de la sauvegarde d'armure améliorée. Donc, ça leur permet d'avoir un de plus pour augmenter leur survivabilité. Ce n'est pas nécessairement j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de punch quand on leur donne ça, mais ça reflète plus les règles qui avaient cours lors en 8e édition concernant les ogres. Donc, de ce côté-là, je ne pense pas que ce soit un mauvais changement. Je ne pense pas que ce soit un changement qui va faire en sorte que les Mournfangs sont trop forts non plus, mais c'est quand même un petit changement intéressant. Donc, c'est en gros les changements au niveau là, du pack Renegade. Je ne vais pas passer en revue chaque sort et vous dire ben, ça passe de 9 à 8. Je pense que notamment Storm of Ash pour les Nains du Chaos, une grosse différence parce qu'à 10, c'était très, très difficile à passer. À 9, on va le passer à peu près 60% du temps. Donc, c'est quand même beaucoup plus fiable, même si c'est pas évident, étant donné que les Nains du Chaos n'ont pas accès là, à un bonus pour un +1 supplémentaire là, pour lancer des sorts. Donc, voilà qui est pour le pack Renegades. Là. Si ça vous intéresse, allez sur Square-Based. Vous pouvez trouver le pack au complet, autant en version, comme je vous l'ai montré à l'écran, qu'en version qui est plus printer-friendly, donc plus facile à imprimer si vous en voulez une copie papier. Le deuxième point que je voulais toucher avec vous ce soir, c'est le WTC qui est à nos portes. Qu'est-ce que le WTC? En fait, c'est la compétition en équipe de Old World. Il y a le WTC, ça existe pour plusieurs jeux. Ça a souvent lieu en Europe. Cette année, ça se passe en Allemagne. Ça va avoir lieu en fin de semaine, donc plus spécifiquement le samedi et dimanche en Allemagne. Donc, c'est une compétition qui regroupe 18 nations cette année, donc une très, très bonne année pour la deuxième année du WTC de The Old World. L'année dernière, ça avait été un format plus petit avec des équipes de 4 ou 5 joueurs, je ne me souviens pas. Donc, pas tout à fait là, la même ampleur. Cette année, c'est un format d'équipe de 8, donc des grosses équipes qui se déplacent. En termes de joueurs, le 8 joueurs dans une équipe, ça fait beaucoup de choses à coordonner. Et ce sont des armées de 2000 points, comme on est habitué de les voir. Il faut savoir qu'il y a aussi un petit peu de composition particulière au WTC. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont plusieurs limites en place, notamment pas de personnage qui vaut plus que 500 points, pas d'unité à plus que 500 points. Ils ont la limite 4 pour les bases, 3 pour les spéciales et 2 pour les rares, avec la différence que les montures comptent et c'est un hard cap. Donc, il n'y a pas moyen de dépasser ce maximum-là. Par exemple, si je joue la City State of Null et que je veux jouer 6 canons, c'est impossible. Je ne pourrais pas en jouer plus que 3 parce que les règles du livre d'armée ne sont pas plus importantes que le système de composition mis en place par le WTC. Donc, c'est sûr que ça influence beaucoup, beaucoup le list building. Il y a aussi des restrictions par rapport aux magiciens, quoique ça me semble moins nécessaire avec les changements qu'on a vus à la version 1.5. Est-ce que ça va rester dans l'avenir à suivre? Mais grosso modo, ce sont les points principaux entourant la composition. Il y a aussi un changement très, très important qui est important de souligner, c'est que le Green Knight ne peut pas charger le tour où il entre en jeu. Donc, vous comprendrez qu'il n'y en a pas beaucoup dans les listes des Bretoniens qui se déplacent. Je n'ai pas l'intention de passer en revue, liste par liste, toutes les équipes. Ce serait beaucoup trop fastidieux et je ne pense pas que ce serait très intéressant. Mais cependant, j'ai identifié 4 listes qui me semblaient très intéressantes que je voulais vous présenter. Et après ça, je vais me plier au jeu des prédictions. Donc, je vais essayer de faire un Nostradamus de moi-même et de prédire l'issue d'un tournoi qui regroupe là, 8 fois 18, donc 8 fois 8, 64, donc 144 joueurs, si je ne me trompe pas.
si mon calcul mental rapide est bon. Donc, 144 joueurs, 18 équipes différentes. Pas évident de prévoir qui va gagner, mais bon, on va se plier au jeu. Donc, je commence avec 4 listes que je trouve intéressantes. Je bascule en partage et je vous montre ça. Donc, la première liste, vous m'excuserez, le format, c'est malheureusement la seule qui était impossible d'importer directement de New Recruit. C'est une liste de l'équipe Team USA, donc l'équipe américaine. C'est une liste de l'Errantry Crusade, donc pilotée par une excellente joueuse, Luna Valentine. Elle est souvent considérée comme une des meilleures joueuses au monde là, pour les Bretons. Et donc, super intéressant là, de voir qu'elle joue l'Errantry Crusade plutôt que les Exilés ou la Grand Army, ce qu'on l'a vu jouer, si je ne me trompe pas, auparavant. Donc, on commence avec un baron qui est équipé avec une lance. Le Crusader Vow, qui est très, très bon. Là. En gros, ça rajoute 1 pouce de portée de déclaration de charge maximale et on ajoute 1 au jet. Donc, ça les rend quand même très, très efficaces. Et il faut savoir qu'avec le Crusader Vow, on a aussi vétéran, on ignore la panique. Donc, c'est très, très stable. Et contrairement aux exilés, vous pouvez prier si vous jouez l'Errantry Crusade. Donc, vous avez la très bonne les très bonnes règles de vétérans, d'avoir des charges super longues avec notre cavalerie, nos Pégases, mais aussi la stabilité d'avoir le vétéran et la stabilité d'avoir le fameux Blessing of the Lady, qui est quand même un gros game changer dans une méta aussi axée sur le tir. Sinon, le baron est aussi équipé avec la Virtue of the Penitent. En gros, ça lui donne Unbreakable. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur un hippogriffe avec Barding, avec un Charm Shield, avec un Gauntlet of the Duel et avec une Healing Potion. En gros, ce personnage-là, il est là pour aller dans une unité qui va être très difficile là, à bouger autrement pour l'empêcher de venir soutenir le reste de l'armée. Et comme il est unbreakable, comme il a une très bonne sauvegarde, comme il a une toughness de 5, on ne peut pas refuser ses challenges, il a aussi une healing potion, ben, en gros, il est difficile à tuer. Il va peut-être éventuellement finir par mourir si vous êtes capable de venir supporter l'unité qu'il va avoir ciblée, mais sinon, il va tranquillement pas vite, si vous m'excusez l'expression, grinder une unité. Donc, il va jamais fall back in good order, il peut pas fuir complètement non plus, il va toujours give ground. Donc, c'est vraiment pas évident de s'en débarrasser facilement. Sinon, on a un duc qui se trouve à être aussi le général, équipé d'une lance, d'un bouclier, de la fameuse Virtue of the Knightly Temper qui lui donne davantage d'attaque. C'est aussi le général, il est sur un Pégase royal avec le Grumrill Great Helm, un autre Gauntlet of the Duel, vous voyez, il y a un thème ici, et finalement le Syrian's Locket. Si vous ne jouez pas le Syrian's Locket en ce moment, il faut savoir que c'est un objet qui rend la figurine immunisée aux armes ou aux sorts, aux attaques qui font des dégâts multiples. Donc, c'est vraiment une pièce ultra importante avec la prolifération des canons, des Ogre Blade, des armes qui ont des dégâts multiples. Donc, le Syrian's Locket, c'est vraiment un must sur un Duke qui, sinon, là, a beaucoup, beaucoup d'attaques, frappe très fort là, avec force 7 sur la charge. Donc, c'est quelque chose d'assez menaçant qu'on est habitué de voir là, du côté des Bretons. Un paladin qui a la Virtue of the Impetuous Knight qui permet au personnage et à son unité d'augmenter sa déclaration de charge de 3. Donc, si vous avez suivi, on est rendu à plus 4 de déclaration de charge. Donc, d'emblée, les Pégases ont 19, on a plus 1, on tombe à 20, plus 3, on tombe à 23. Donc, on peut déclarer des charges à 23, puis on ajoute quand même plus 1, plus D6 et plus D3 avec la combinaison Swift Stride, Virtue of the Impetuous Knight et Crusader's Vow. Donc, c'est en gros
un personnage qui va permettre à son unité d'être un véritable missile et de se lancer sur son adversaire. Sinon, un petit Charm Shield aussi, et on est sur Pégase Royal encore une fois. Pourquoi les Charm Shield? Si jamais on ne peut pas prier, si jamais on perd le blessing, si jamais on se fait attaquer par une attaque qui est force 4 avec Killing Blow, ben à ce moment-là, le Charm Shield nous donne un invulnérable à 5+, pour 5 points, alors qu'un bouclier normal, ben ça coûte 2 points. Donc pour 3 points supplémentaires, c'est un petit peu facile d'aller chercher pour une police d'assurance supplémentaire. Sinon, une grosse unité de 15 Knight Errants avec une War Banner, une plus petite unité de 9 qui va avoir un état-major complet, 4 unités d'écuyers de Squires, 3 avec Scout. Pourquoi Scout? Parce que ça ne coûte rien de scouter avec des bretaux, étant donné que ils vont prier, ils vont aller deuxième, donc perdre le +1, ce n'est pas un enjeu du tout. Et ça leur permet d'aller mettre des petits écuyers dans le chemin, d'aller poser toutes sortes de problèmes à l'adversaire, peut-être même se placer en position avantageuse pour peut-être charger une machine de guerre ou s'occuper de skirmishers qui vont être quelque part sur la table. Donc, un super bon choix. Et finalement, une unité de 5 Pegasus Knights. Est-ce que tous les personnages vont toujours tous les personnages. Est-ce que le duc et le paladin vont toujours avec les knights? Probablement, mais on peut aussi sortir le duc, le protéger en le gardant proche d'une unité de Knight Errants. Donc, ça fait une liste qui est très, très rapide, qui frappe quand même fort. Avec le Crusader's Vow aussi, les Knight Errants, quand ils vont être à proximité d'un personnage, vont pouvoir rouler leur 1 pour toucher, si je ne me trompe pas. Donc, ça leur donne un peu le même bénéfice, encore une fois, que les exilés, mais d'une manière différente. Donc, ça fait des unités qui vont être très, très fiables sur la charge. Donc, très, très intéressant. Et surtout, piloté par Luna Valentine, ça risque d'être une excellente liste. La deuxième liste que je veux vous montrer sera une liste de Demons of Chaos. Je tiens à mentionner que le WTC n'utilise pas le pack Renegades, donc c'est sûr que ça a influencé la représentation de certaines armées ainsi que la construction de liste. Donc, je voulais le mentionner. On est avec 2 princes démons de Nurgle qui sont identiques à l'exception qu'il y en a un des deux qui est général et l'autre qui ne l'est pas. Donc, on parle de Mark of Nurgle, Mage niveau 1, Dark Magic et Stream of Contagion, qui est en fait là, un souffle, un Breath Weapon, Force 3, AP2. Donc, et si je ne me trompe pas, il n'y a peut-être là aucune sauvegarde d'armure contre ce genre d'attaque. Je dis, ben non, j'ai dit Strength 3 AP2. On va prendre le temps de regarder. Stream of Contagion, il est ici. Donc, c'est ça, c'est attaque magique en fait. Voilà, je savais que j'oubliais une règle. Donc, Force 3 AP2. C'est pas vilain, surtout là, avec la prolifération des unités de base pas trop chères qui vont avoir Light Armor, bouclier et la sauvegarde de parry qui vont tomber à un 4+ en combat, qui sont assez pénibles à gérer. Ben là, avec ça, on vient régler le problème. On les attaque pas au corps à corps. Et en plus, on va leur donner une sauvegarde, -2 de sauvegarde. Donc, ils n'auront pas de sauvegarde du tout. Sinon, 4 unités de Chaos Furies, 3 de 12 et 1 de 10. Ça fait de la core qui est extrêmement rapide. C'est des skirmishers. Ils vont aller où ils veulent. C'est très bon pour jouer les objectifs. Et on a 3 unités de 4 Playgrounds of Nurgle. Donc, tout dans la liste vole. C'est une armée qui est très rapide. Je trouve ça intéressant comme concept. Il faut savoir que c'est une liste de l'équipe allemande et les Allemands sont très, très forts sur essayer d'avoir des pics qui sont très méta avec des armées qui ont vraiment un rôle spécifique dans leur line-up. Je serais vraiment curieux de savoir quel est le rôle de cette armée-là, mais je suis curieux de voir comment elle va performer dans le cadre du tournoi là, de cette fin de semaine. Donc, je tenais à vous la présenter comme deuxième liste. La troisième liste,
que je vais vous présenter, c'est une liste d'elfes, mais c'est pas une Grand Army, c'est une liste de Creation Warhost. Donc, on part avec une doublette de dragons qu'on est assez habitué de voir là, du côté des Welfs. On va avec l'archimage sur un Star Dragon avec 3 niveaux de magie, High Magic, le Seed of Rebirth, Talisman of Protection et un Earthing Rod pour essayer de changer le résultat d'un miscast si jamais on n'a pas le choix, mais très difficile à tuer. Donc, il va avoir une sauvegarde de 4 du dragon. Il va avoir Toughness 6. Il va avoir le fameux invulnérable à 5+, ainsi qu'une régénération à 5+. Pour un magicien avec High Magic, potentiellement, le but est d'avoir Walk Between Worlds pour en plus pouvoir le rendre éthéré et encore plus pénible à gérer. Donc, un choix assez commun du côté des hauts elfes. Sinon, on a aussi le prince avec un bouclier, encore un Star Dragon, l'armure de Caledor, le Seed of Rebirth et une opale. Donc, encore une fois, une sauvegarde à 3 plus contre tout ce qui est tir et aussi en combat. On a le Seed of Rebirth, puis une invulnérable à 5 plus aussi là, avec le Armor of Caledor. Le Seed of Rebirth qui confère, là, encore une fois, la régénération et une opale amulette, un invulnérable à 2 plus pour essayer d'éviter le boulet de canon qui passe au début qu'on veut vraiment, vraiment pas voir nous mettre un petit peu là, dans une position précaire là, en prenant un gros D3 plus un dégât là, si c'est un canon de l'Empire ou un canon de KT. Sinon, au niveau des bases, on y va avec du Creation Woodman que j'adore. Donc, on a 3 unités de 12 et une unité de 5. Ils sont tous pareils, si je ne me trompe pas, à l'exception de la dernière unité qui est plus petite, à qui on a donné Ambush. Donc, sinon, on est sur du Warbow, Heavy Armor, Lion Cloak. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les Christian Woodsmen, ce sont des skirmishers où on peut les mettre en open order, mais habituellement, ils vont jouer comme des skirmishers. Ils ont Weapon Skill 4, Ballistic Skill 4 et Force 4. Donc, avec un Warbow, c'est pas vilain du tout. On parle de skirmishers qui vont toucher habituellement là, avec un malus de -1 sur du 4+, même avec un -2, on tombe sur du 5, force 4, ce qui est vraiment pas vilain. Et ils sont surtout difficiles à tirer. Ils ont souvent, ce sont des skirmishers, ils vont souvent avoir du cover parce qu'ils ont l'habilité Move Through Cover. Et avec leur Heavy Armor et leur Lion Cloak, qui ont quand même une sauvegarde très respectable de 4 plus contre le tir. Donc, je les aime beaucoup, ils sont rapides. S'ils ont besoin d'aller en combat, ben, ils sont force 6 avec une pénétration d'armure de 3. Donc, sont loin d'être vilains même en corps à corps quand ils ont besoin d'y aller. Et sinon, 2 unités de 8 Sisters of Averlorn, une avec le Bow of the Seafarer parce que la High Sister a un très bon ballistic skill, donc ça permet le Bow of the Seafarer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on le regarde. Donc, c'est quand même un tir de baliste, en fait, là, force 5, pénétration de 3, avec dégâts multiples des 3. Et si ça passe à travers, ça continue. Donc, c'est vraiment, vraiment pas vilain comme arme. Et les Sisters ont une portée de 30 pouces aussi. Donc, c'est exactement la même portée. Ils n'ont pas tendance à trop bouger. Ils vont juste tirer à long range parce que de toute façon, ils ont Ignore Cover comme règle. Donc, ils vont avoir habituellement un -1. La High Sister tombe Ballistic Skill 5, ce qui est excellent. Et les Sisters régulières vont être à 4. On va toucher sur du 3+, sinon du 2+ pour la High Sister à longue portée. C'est vraiment pas vilain comme petit combo. Et sinon, la deuxième unité va plutôt avoir le fameux Ruby Ring of Ruin, donc qui va permettre là, de gérer des petites unités qui seraient autrement désagréables à tirer. Donc, un bon petit combo. Les 2 dragons, très problématiques à gérer pour certaines armées, surtout s'ils travaillent en combinaison l'un avec l'autre. Sont assez résilients aussi avec un triple save.
Donc, une liste très intéressante. J'ai hâte de voir contre qui on va le placer. J'ai hâte de voir comment il va performer. Mais c'est une liste de l'équipe. Je vais juste regarder mes notes. Je m'en souviens plus. Donc, c'est une liste de l'équipe espagnole. Donc, très intéressé de voir comment Andrés Miron va jouer sa liste de Croatian Warhost. Dernière liste que je vous présente aujourd'hui, c'est une autre liste d'elfes, mais cette fois-ci, on regarde du côté des Sylvains. C'est une liste de la Orion's Wild Hunt. Donc, on est encore sur un double dragon. Cette fois-ci, on a un premier Glade Lord avec une arme lourde, un bouclier, a Resplendence of Luminescent qui donne à la figurine et l'unité qu'il joint. J'ai dit, je vais juste regarder mes notes. Ça donne, pas à l'unité, pardon, mais ça donne attaque magique au dragon aussi. Donc, le dragon et le Glade Lord ont des attaques magiques. Si jamais je me trompe dans mon interprétation des règles, dites-le moi dans les commentaires. Je ne joue pas les Sylvains. C'est pas une armée qu'on a la chance de voir énormément par ici. Mais ma compréhension, quand je regardais la règle tout à l'heure, c'est que le Resplendence of Luminescence donnait des attaques magiques à la figurine au complet, donc autant au dragon qu'au Glade Lord. Sinon, on est sur un Forest Dragon avec un Mantle of Rebirth et un Talisman of Protection. Donc, on se retrouve avec un dragon qui va avoir une sauvegarde de 4+ du dragon, avec aussi une régénération de 5+ et une invulnérable de 5+, très difficile à tuer, des attaques magiques, un Great Weapon, très très bien pour 496 points. Sinon, on a aussi un deuxième dragon, cette fois-ci avec l'Armor of Destiny, donc un invulnérable à 4, et l'Aspect of the Boar. Donc, qu'est-ce que ça donne, l'Aspect of the Boar? Ça donne une attaque d'impact, ça améliore aussi la force de pénétration des armes, donc du Glade Lord. Alors, son Great Weapon, son arme lourde, va être PA3 et avec Armor Bane. Donc, autrement dit, ça va être excellent dans tout ce qui a de l'armure. Sinon, le restant de la liste est quand même intéressant dans le sens où c'est très rapide et c'est très agressif. On parle de 2 unités de 6 Glade Riders qui ont Reserve Move. Donc, ils vont aller un petit peu partout sur la carte, se placer, jouer la game de scénario pendant que le reste de l'armée va aller très, très agressivement vers l'ennemi. Peut-être même servir d'écran pour les Wild Riders pour leur éviter là, une mauvaise charge ou leur donner cover ou encore aller s'occuper de skirmishers adverses. 2 unités de 6 Wild Riders en base, ce qui est possible de faire dans une armée de Wild Hunt. Et on retrouve là, une lodestone sur chaque champion, ce qui va conférer là, une résistance à la magie de de 1 à chaque unité. Puis c'est quand même intéressant de ce côté-là. Sinon, on a 3 Warhawk Riders. Donc, les Warhawk Riders, pour ceux qui ne le savent pas, ont le profil suivant. En gros, ce qui est intéressant à noter, une endurance de 4, 2 points de vie. Et on est sur du True Flight Arrow. Donc, le True Flight Arrow, j'essaie de le trouver ici. Qu'est-ce qu'il fait, le True Flight Arrow? C'est que c'est Ignore Cover et ça donne Quick Shot. Donc, en gros, ça fait des Warhawks qui vont voler un petit peu partout. Ça va être vraiment difficile d'aller les chercher là, au corps à corps, en fait, là, à moins d'y aller avec du tir. On ne pourra jamais les tuer. Ils vont tirer là, un petit peu partout, venir supporter ce qui a besoin d'être supporté au besoin aussi là, quand c'est le temps. Sinon, une troisième unité de 6 Wild Riders et un Great Eagle, qui serait une armée de Sylvain sans un aigle géant, en fait, qui est là pour servir un petit peu là, de roadblock, si on veut, là, pour essayer de rediriger là, une unité ennemie, lui donner un mauvais overrun ou bloquer une charge. C'est vraiment une pièce sacrificielle, mais qui est tellement efficace pour 60 points. Donc, pourquoi s'en passer? Pourquoi cette liste-là m'intéresse? Bon,
C'est certain que c'est tellement différent de ce qu'on est habitué de voir en termes d'armée de Sylvain. Donc, très, très rapide, très, très agressive. Il n'y a pas beaucoup de tirs. C'est une armée majoritairement de close. Est-ce que les Glade Riders ont Cavalry Spear? Oui, ils ont des longbows, donc quand même. Mais c'est vraiment une armée très, très agressive. J'ai hâte de voir contre qui l'équipe suisse va essayer de déployer cette armée-là et comment le général qui la pilote va s'en tirer. Alors, ça fait le tour pour les différentes listes que je trouvais intéressantes de vous présenter. Il y en a d'autres, en fait. Il y a une joueuse, euh, je me souviens plus, je pense que c'est pour le pays, pour l'équipe écossaise. Je crois qu'il y a une Arachnarok Spider, une liste avec plusieurs araignées. Il y a plein de listes super intéressantes. Si ça vous intéresse, je vais mettre dans la description le lien vers le site New Recruit du WTC. Vous pourrez aller les consulter. Mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs intéressants à voir et de surtout voir les différentes philosophies selon les différents pays, les différentes méta. Il y a quand même des grosses différences d'une place à l'autre. Maintenant, je l'ai dit que j'allais me prêter au jeu des prédictions. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous, euh, je vais vous proposer mon top 3. Donc, moi, j'ai quand même pris le temps de regarder les équipes qui étaient là, les forces en présence. Il y a certains joueurs que je connais de proches, pas vraiment, surtout de loin. Il y a un ou deux joueurs que j'ai eu le plaisir d'affronter aussi. Donc, mais il y a quand même plusieurs joueurs que je connais de nom à travers aussi d'autres personnes. Donc, j'ai quand même une bonne idée pour certaines équipes du niveau là, de jeu qui va être offert. Ceci étant dit, je pense que dans un tournoi comme le WTC, il faut savoir que pour établir le classement, c'est l'équipe qui aura le plus de battle points à la fin du tournoi qui va être déclaré vainqueur. Ils utilisent le système, le split 20-0. Ça aussi, c'est très important de le nommer. Il y a carrément des listes dont le but est de faire un 10-10 ou un 9-11. Donc, pour essayer d'aller chercher des grosses victoires ailleurs et de donner très peu de points là, dans le tournoi, là, quand des listes là, qui sont pratiquement ben, on ne jouera pas vraiment le jeu, on va juste faire semblant parce que les deux, on ne sera jamais capable de se tuer. C'est pas le genre de liste que j'aurais envie de jouer, surtout si je dois me taper un vol pour aller en Allemagne et payer quand même plusieurs milliers de dollars pour aller jouer. Mais ça, c'est un autre débat. C'est une liste qui a sa place dans ce genre de tournoi-là, je pense. On essaie habituellement là, de les déployer contre une armée qu'on ne pense pas pouvoir vaincre ou qu'on pense qu'il va nous faire très mal. Puis plutôt que de lui donner là, un 16, 17, 18 points, ben, on va peut-être lui donner un 12 points. Donc, ces listes-là ont leur place, même si c'est pas super palpitant à jouer. Donc, j'y vais avec mon top 3. On va commencer par la troisième position. Je vais y aller avec un choix que je juge safe pour un top 3. C'est l'équipe anglaise. Je les place en troisième position. Ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont assez, si je peux dire, high profile, des joueurs connus étant des YouTubers ou qui sont régulièrement là, sur certaines plateformes là, des médias sociaux. Donc, ils ont une équipe très expérimentée, des joueurs qui jouent ensemble depuis quand même un certain temps. Ils ont participé à plusieurs tournois en ligne pour essayer là, de s'améliorer au niveau du pairing process et tout. Donc, je pense que c'est une équipe aguerrie, une équipe qui va avoir de bons joueurs aussi. Leur line-up me semble assez intéressant, même s'il y a certains choix qui, à mon humble avis, hein, ça vaut ce que ça vaut, me semblent questionnable. J'aime pas du tout la liste Royal Host. Euh, c'est une bonne liste, hein, mais je me posais la question pourquoi pas être allé vers un culte mortuaire qui aurait potentiellement été beaucoup plus agressif et qui aurait potentiellement apporté plus de points sans placer l'équipe nécessairement dans une moins bonne posture. Mais ça, c'est ma lecture à moi. Ils ont passé beaucoup plus de temps. Donc, faisons leur confiance. Je les place troisième. Bonne chance à vous, messieurs Team England. En deuxième place, j'y vais avec une équipe qui a
qu'il y a des joueurs qui ont très bien fait dans l'édition de l'année dernière, c'est l'équipe belge. Donc, je sais que certains de leurs joueurs étaient dans les équipes qui ont fait là, des top 3. Je pense qu'ils étaient première et deuxième équipe, si je ne me trompe pas. Donc, une super bonne, des super bons joueurs qui ont de l'expérience de tournoi en équipe à haut niveau. Il y a aussi là, une communauté là, très, très axée sur le club, le jeu compétitif là-bas. Donc, ils ont beaucoup de bons joueurs. J'ai regardé leur line-up, belle liste aussi. Autant du niveau Brotto, Tomb King, Skaté, Orké Gobelin, Empire. Donc, des belles listes, des bons joueurs. Je pense que c'était quand même un bon choix pour un podium. Sinon, j'y vais avec un choix un peu chauvin parce que ce sont des Nord-Américains et qu'il y a un Canadien dans l'équipe. J'y vais avec l'équipe Team USA comme première équipe. Puis honnêtement, c'est un choix très, très discutable, je ne m'en cacherai pas. Mais j'aime beaucoup l'agressivité de leur liste. Ils ont des listes qui sont très in your face, si je peux me permettre l'expression. Euh, le style américain, puis je pourrais dire nord-américain en fait, parce qu'on avait quand même des listes très, très similaires initialement, puis je regarde ce qui se fait ailleurs au Canada, mais c'est des listes très, très agressives. Une liste de Roi des Tombes avec double dragon, double sphinx, des chariots, quelques ambushers, un bloc d'archer. C'est très rapide, c'est fait pour aller au combat, pour combiner, pour écraser l'adversaire. C'est piloté par un gars qui s'appelle Phil Kay, qui est excellent, qui a joué beaucoup, beaucoup de gros tournois, qui a gagné plusieurs tournois. C'était lui qui a fait la troisième place là, lors du dernier tournoi important dont j'oublie le nom, qui a eu lieu là, il y a quelques semaines et qui avait perdu seulement une fois contre un des joueurs KT qui était dans le top 2. Donc, un excellent joueur aussi. Sinon, juste regarder le line-up de l'équipe. J'ai nommé tout à l'heure Luna Valentine, qui est une excellente joueuse. Adam, leur joueur Warriors of Chaos, qui a gagné SBOT 1 et 2, si je ne me trompe pas, et SBOT Toronto. Très, très bon joueur, Warriors of Chaos, qui joue une liste avec 3 dragons, donc deux, deux personnages et un Warfire. Il y a de la résistance à la magie partout. Le Warfire a un niveau de magie pour pouvoir dissiper les sorts. C'est une liste ultra, ultra agressive, ultra rapide, quand même difficile à tuer, même avec plusieurs machines de guerre. Et je vous rappelle, l'Empire peut seulement avoir 3 canons. Donc, c'est une liste qui est terrifiante à affronter et qui est très, très bien équipée pour gérer beaucoup de choses là, dans la méta actuelle. Donc, je pense qu'ils ont l'expérience, ils ont un line-up intéressant, ils ont aussi un gars qui s'appelle Shane Hall, qui est un Canadien dans l'équipe, qui joue en plus Café avec Miao Ying. J'adore sa liste. Très, 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 très bonne, très, très axée sur l'utilisation judicieuse des deux lanternes, du personnage spécial. Les troupes sont là en support, 2 canons pour aussi là, faire peur à tout ce qui est monstre avec des sauvegardes assez moyennes. Donc, une très belle liste encore une fois. Alors, je sais aussi que leur joueur, Vampire Count, c'est un très très bon joueur qu'Alex a déjà affronté. Il y a vraiment une belle profondeur dans cette équipe-là. Maintenant, c'est des gens qu'on connaît, alors c'est un petit peu normal qu'on pense, on connaît leur potentiel, c'est normal qu'on pense qu'ils peuvent faire un bon résultat, mais je crois qu'ils ont à la fois l'expérience et les listes pour aller loin dans ce tournoi-là. Donc, c'est pour ça que c'est mon choix pour la première place. On verra, hein? Dimanche prochain, on va avoir les résultats. Peut-être que je vais m'être gouré complètement, peut-être que j'aurai vu juste. Ben, je vous invite à me le dire dans les commentaires si vous suivez ça ou à communiquer avec moi pour me dire ah, t'avais raison ou ah, t'avais tort. On verra bien. Sur ce, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui avec une petite revue des événements à venir parce qu'il y en a beaucoup. Puis avant de le faire, je veux vous dire, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le Discord de
The Old World Québec. Je vais mettre un lien dans les commentaires. Je vous invite à le rejoindre. De plus en plus de joueurs qui sont actifs sur le Discord, autant pour annoncer des choses que pour poser des questions, que pour partager leur progrès dans le hobby. Donc, on a des belles discussions à cet endroit-là. Donc, cliquez sur le lien, joignez-vous à nous et faisons grandir la communauté de The Old World au Québec avec le Discord. Donc, tout d'abord, le 27 septembre, il y a le Game Day du Bastion à Québec. Donc, un Game Day, vous vous présentez là-bas, vous jouez des matchs pendant la journée. Ce n'est pas un tournoi, c'est fait pour rencontrer d'autres joueurs, pour prendre de l'expérience un petit peu, s'amuser. Je vous invite à y aller si vous êtes dans le coin ou même à vous déplacer si ça vous intéresse. Sinon, on a un tournoi en équipe à l'Abysse le 4 octobre. Donc ça, j'y serai moi avec mon équipe du dernier tournoi en équipe. Donc, on a décidé de tenter notre chance encore une fois. 4 équipes de 4 vont essayer de remporter la victoire. À suivre qui sera l'équipe qui remportera la couronne cette fois-ci. Mais ça va être intéressant de voir des matchs de 2000 points, composition assez standard, mais les personnages spéciaux ne sont pas autorisés. Donc, il n'y aura pas de Green Knight, il n'y aura pas de Miao Ying. Ça va être seulement des personnages réguliers qui seront autorisés, sinon très peu de limitations. Alors, c'est complet comme tournoi, malheureusement, mais suivez les résultats, vous verrez si mon équipe et moi, on fait bien ou si on se plante cette fois-ci. Sinon, il y a également le 4 octobre à Lévis un Game Day à l'aventure sur table. Donc, encore une fois, je vous invite à y aller si vous êtes dans le coin. Un petit peu plus loin de chez nous, mais quand même pas si loin que ça, il y a le Square-Based Open Toronto, le SBOT, du 18 et 19 octobre. C'est un GT, donc un format 5 parties. Il visait une quarantaine de joueurs, sont proches de leur objectif. Super intéressant de noter que c'est un tournoi à 2200 points. Donc, on voyait déjà depuis un certain temps des tournois européens avec des formules d'un peu plus de 2000 points, mais cette fois-ci, c'est maintenant chose faite de notre côté avec le SBOT à 2200 points, à voir si c'est un format qui va perdurer dans le temps ou si on va évoluer vers d'autres choses ou rester à 2000, à suivre. Sinon, il y a aussi le tournoi du Bastion le 26 octobre. Donc, le 26 octobre à Québec. Pardon. Un tournoi au Bastion. Il y aura plus de détails éventuellement. D'ailleurs, dans le Discord, il y a une section événements à venir. Je vais les afficher là-bas pour ceux qui veulent suivre. À Sherbrooke, un tournoi le 15 octobre. Le lieu et les détails restent à confirmer. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Je m'en excuse. Je sais que ça fait plusieurs épisodes que je le mentionne, mais je ne vous oublie pas. Alors, réservez la date. Tournoi à Sherbrooke le 15 octobre. Il me reste 2 événements dont je veux parler. Un événement en équipe à Toronto les 22 et 23 novembre dans le cadre du Toronto Game Expo. Ça va être un événement qui est chapeauté par Shane Hall, qui est un chic type, super bon organisateur aussi. Donc, si ça vous intéresse, le lien sera dans la description, sera aussi sur le Discord. Si vous voulez monter une équipe, s'il y a des gens du Québec que ça intéresse, regroupez-vous sur le Discord, essayez de monter une équipe. Ça pourrait être très cool qu'on ait, je pense que ça va être 4 joueurs, mais 4 joueurs du Québec qui font une équipe et qui vont nous représenter là-bas. Sinon, le dernier événement dont je veux vous parler, on se projette dans le futur, on se projette loin dans le futur, on se projette en 2026, les 22 et 23 février. La classique d'hiver est de retour à Sherbrooke. Donc, l'année dernière, on avait un grand tournoi de Warhammer 40K, un grand tournoi de Age of Sigmar et un tournoi d'une journée de The Old World. Cette année, j'aimerais être là les 2 jours. J'aimerais organiser un GT. Est-ce qu'on est prêt pour un GT à Sherbrooke? Dites-le moi dans les commentaires. Ça vous intéresse? Vous allez être là ou pas? Vous êtes d'ailleurs, vous voulez venir? Dites-le moi. Sinon, on regardera pour 2 tournois séparés. Mais si les gens sont au rendez-vous, on s'enligne pour un GT à Sherbrooke en février.
Donc, c'est déjà tout pour nous ce soir. J'espère que vous avez apprécié le format un petit peu différent de d'habitude. Il me reste à vous dire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous encourage beaucoup. Et surtout, amusez-vous dans le vieux monde. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.